Bonjour chers apprenants de Londo Academy, mon nom est M. Nyan. J'ai le plaisir de revenir avec vous sur la 4e leçon du programme des sciences de la vie et de la terre en TS, intitulée Les propriétés du tissu nerveux. Je rappelle que nous en sommes au thème numéro 2, inclus un peu dans la première partie consacrée à l'étude de l'organisation du système nerveux cérébro-spinal. Alors, je vous inviterai à suivre les deux séquences, les deux vidéos donc consacrées à l'étude des propriétés du tissu nerveux. Et comme le suggère le plan que nous avons ici, vous verrez donc que le plan va s'articuler en deux parties, en tout cas va comporter deux parties. Il y aura une première vidéo donc qui sera consacrée à l'étude de l'exstabilité d'un élément nerveux et une deuxième vidéo pour compléter l'étude des propriétés du tissu nerveux va être consacrée à ce qu'on peut appeler la notion de conductibilité d'un élément nerveux. Et je vous inviterai donc à suivre complètement un peu les deux vidéos et ceci vous permettra de mieux appréhender la notion de propriété du tissu nerveux. Alors, sur ce, nous allons commencer un peu l'étude des propriétés consacrées à, disons, correspondant à l'excitabilité. Alors, en quoi consiste l'excitabilité d'un élément nerveux? C'est une propriété relative au fait que un élément nerveux, qu'il s'agisse d'un nerf ou même d'une fibre nerveuse, a cette capacité, cette possibilité, cette aptitude à transmettre des informations, à réagir par rapport à une excitation reçue dans son environnement. Alors, si nous prenons l'exemple de ce montage très simple correspondant à un élément nerveux et le muscle dont il est solidaire, nous savons qu'il suffit plutôt de porter une excitation sur cet élément nerveux pour voir dans les instants qui suivent une réaction du muscle. Et pourtant, ce n'est pas le muscle lui-même qui a été excité et pourtant il réagit. Alors, si le muscle réagit même sans être excité, en tout cas directement, à la suite d'une excitation portée donc sur un élément nerveux, si le muscle réagit, c'est que l'élément nerveux que nous avons excité a dû réagir et à la suite de sa réaction a entraîné une activité au niveau du muscle. Le fait donc que le muscle réagisse à une excitation qui est portée sur un élément nerveux dont il est solidaire montre que l'élément nerveux a réagi à son excitation. Et c'est cette capacité-là qu'ont les éléments nerveux de réagir à la suite d'une excitation que l'on entend par la notion d'excitabilité. On dira donc qu'un nerf ou une fibre nerveuse est excitable simplement parce que si vous portez une excitation là-dessus et en respectant certaines conditions, vous allez avoir une réaction de celui-ci matérialisée par l'activité musculaire. Voilà donc une petite expérience très simple avec ce montage simple là qui permet de prouver que les éléments nerveux sont excitables et donc sont doués d'excitabilité. Alors, après la notion de mise en évidence, passons donc à ce qu'on peut appeler l'étude des stimuli. Alors, par stimulus, il faut entendre tout simplement les éléments nerveux, les éléments d'ordre, on va dire, d'ordre physique ou chimique qui sont utilisés afin de porter des excitations sur des éléments nerveux. Tout élément d'ordre physique ou chimique que vous pouvez utiliser pour porter une excitation sur un élément nerveux, on pourra le considérer comme un stimulus, encore appelé excitant. Donc dans la documentation, vous allez voir l'expression excitant. Ce n'est rien d'autre qu'un stimulus et encore, ce n'est rien d'autre qu'un élément d'ordre physique ou chimique qui a été utilisé pour porter une excitation. Alors, je pourrais vous en citer quelques exemples. On peut citer par exemple la température. La température, on peut l'utiliser comme stimulus. Alors, la température, soit la chaleur, soit le froid. Donc, c'est bel et bien un facteur physique que l'on peut utiliser pour porter une excitation. On peut utiliser aussi le pincement. Le pincement. Vous portez ici une pince, vous appuyez avec une certaine intensité, vous allez voir que le nerf va réagir. Donc, vous pouvez utiliser cela comme excitant. On peut utiliser aussi un courant électrique, donc de l'électricité avec un certain voltage. Vous mettez ici, par exemple, un fil électrique relié à un générateur. Vous lui envoyez une certaine force, en tout cas un certain voltage.
Si les conditions sont respectées, vous allez voir une réaction. Donc, voilà, on peut bel et bien aussi utiliser des solutions. Voilà, des solutions. Et qui dit solution parle d'un pH. Vous utilisez un acide par exemple, il suffit de faire tomber quelques gouttes d'acide par exemple sur le nerf ou sur la fibre pour avoir une réaction. Voilà donc finalement ce que vous allez entendre par la notion de stimulus. Donc un stimulus n'est rien d'autre qu'un facteur ou un élément d'ordre physique ou chimique qui peut être utilisé pour porter des excitations sur un nerf ou une fibre nerveuse. Voilà donc en gros ce que nous pouvons retenir vraiment pour la notion de stimulus. Donc un stimulus ou bien les stimuli ne sont rien d'autre que des facteurs d'ordre physique ou chimique utilisés pour porter des excitations. Alors, toujours dans cette étude de l'excitabilité, donc, à part les stimuli, nous revenons en troisième partie donc sur ce qu'on appelle les conditions d'excitabilité. Nous avons précisé tout à l'heure que l'élément nerveux était excitable. Il suffisait simplement de lui porter un stimulus en utilisant un facteur d'ordre physique ou chimique, tel que par exemple parmi ces exemples-là, pour avoir une réponse. Seulement, il faut savoir que cette excitabilité de l'élément nerveux obéit à un certain nombre de conditions que nous appelons les conditions d'excitabilité. Il existe donc des conditions d'excitabilité. Un nerf n'est pas excitable n'importe comment. Pour l'exciter, on est obligé de respecter certaines conditions. Et parmi ces conditions, nous avons la condition d'abord de ce qu'on appelle de l'intensité. Il y a une condition d'intensité. Il y a une condition d'intensité. Donc, je ne peux pas, par exemple, exciter un nerf en utilisant un courant et n'importe quel courant ne ferait pas l'affaire. Pour que le courant soit efficace pour porter une excitation, il y a une notion d'intensité à respecter. Il faut donc ce qu'on appelle un seuil, c'est-à-dire un seuil d'excitabilité, en quelque sorte. Et ceci est propre à tout élément nerveux, pour chaque type de nerf. Et d'ailleurs, pour chaque espèce, vous avez des nerfs et les nerfs ont leur seuil d'excitabilité. Pour les exciter, par exemple, en utilisant de l'électricité, il te faudra un certain voltage. Pour les exciter en utilisant une solution acide, il faudra un certain pH acide. Pour les exciter à une certaine température, il faudra une certaine valeur de température pour que l'excitation soit efficace. C'est cette valeur-là qui représente le seuil d'excitabilité ou le seuil d'intensité nécessaire pour porter une excitation. Et d'ailleurs, cette valeur seuil est appelée, c'est la notion de... C'est ça que l'on appelle la réobase, l'intensité minimale qu'il faut utiliser comme intensité d'excitation pour avoir une réponse à la suite d'une excitation d'un élément nerveux. C'est cette valeur-là qui représente la réobase de cet élément nerveux. L'intensité seuil est aussi appelée réobase et il représente l'intensité minimale nécessaire qu'il faudra appliquer comme valeur d'intensité sur un élément nerveux pour avoir une réponse. Si vous êtes en deçà de cette valeur, donc de cette réobase, vous n'aurez pas de réponse, même si vous avez utilisé du courant, même si vous avez utilisé du pH, etc. etc. Alors c'est ça la notion de réobase. Donc il y a une condition de seuil définissant la notion de réobase. La deuxième condition d'excitabilité, cette fois-ci, est relative par exemple au temps d'application, ou disons est relative à la durée d'application du stimulus. C'est vrai, j'applique un courant électrique, mais si j'applique un courant électrique en utilisant une intensité réobase, je dois l'appliquer pendant une certaine durée. Et c'est cette durée-là, la durée pendant laquelle je dois appliquer ma réobase sur l'élément nerveux pour que celui-ci réagisse de manière convenable, c'est cette durée-là que l'on appelle le temps utile. Et ça me renvoie à la notion donc d'abord en 1 de temps utile. Voilà. C'est la durée minimale pendant laquelle il faut appliquer une intensité réobasique sur un élément nerveux pour que celui-ci réagisse. Supposons, j'ai un nerf, le nerf a comme réobase 0,5 millivolts. Donc, si je dois l'exciter pour espérer avoir une réponse, il me faut utiliser une intensité de courant électrique, disons un voltage plutôt, un voltage de 0,5 millivolts. Si j'utilise 0,3, je n'ai pas atteint la réobase, je n'aurai pas de réponse.
Maintenant, si son temps utile est de 3 millisecondes, voilà. Si je vais passer le courant dans le nerf, mais pendant une durée de 2 millisecondes, je n'aurai pas non plus de réponse, même si j'ai utilisé une intensité réobasique. Et c'est ça la notion de temps utile. Je dois l'appliquer, je dois lui appliquer par exemple une intensité réobasique, mais en respectant cette durée pour avoir une réponse. Il y a une deuxième condition de temps d'application, et c'est ça qui me renvoie à ce qu'on appelle la chronaxie, la notion de chronaxie. Alors, qu'est-ce que la chronaxie? Pour tout élément nerveux, c'est vrai, vous devez utiliser une intensité réobasique pour avoir une réponse. Mais si vous utilisez cette fois-ci, au lieu d'utiliser la réobase, vous utilisez une intensité double cette fois-ci. Double de la réobase. Si j'excite cette fois-ci en utilisant une intensité double de la réobase, il y aura aussi un temps nécessaire pour que ma fibre ou mon nerf réagisse, soit excité. Et cette durée-là qui sera nécessaire lorsque nous utilisons une intensité double de la réobase, c'est cette durée-là, cette fois-ci, c'est cette durée d'application-là que l'on entend par la chronaxie. C'est ça qu'on appelle la chro. Alors, si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, j'ai travaillé avec un nerf, comme je disais tout à l'heure, dont l'intensité réobasique est de 0,5 millivolts. Mais au lieu d'exciter avec un courant d'un voltage de 0,5 millivolts, j'utilise cette fois-ci 1 millivolt, soit le double. J'utilise un courant de millivolts comme double de la réobase. Cette fois-ci, si le temps utile était de 3 millisecondes, vous allez voir que le temps qu'il nous faudra cette fois-ci pour répondre ne sera plus le même. Le temps maintenant pendant lequel il faudra appliquer cette intensité double de la réobase pour avoir une réponse, c'est ce temps-là qui sera considéré comme la réobase. C'est ça que l'on va considérer comme la chronaxie. Voilà donc, si je me résume un peu, pour les conditions d'excitabilité, il faut des conditions relatives au stimulus. Et pour ça, il faudra s'intéresser à l'intensité que nous devons utiliser. Et cette intensité nous renvoie à la notion de réobase. Pour avoir une réponse, il faut appliquer une intensité réobasique. Et cette réobase, évidemment, elle varie d'un nerf à l'autre, d'une espèce à l'autre, d'une fibre à l'autre. Si je lui applique une intensité réobasique, il me faudra aussi le faire pendant un certain temps. Le temps qui sera nécessaire pour que l'intensité réobasique soit efficace donc et aboutisse à une réaction, c'est cela que l'on entend par un peu le temps utile. Maintenant, si au lieu d'utiliser une intensité réobasique, j'utilise son double, j'utilise comme intensité d'excitation une intensité double de la réobase. Si j'avais un PS de 3, j'utilise maintenant un PS de 6. Si c'était, je sais pas moi, un courant électrique, comme j'ai dit tout à l'heure, de 0,5 millivolts, j'utilise 1 millivolt, etc. Donc, c'est à chaque fois que je double l'intensité réobasique. Le temps qu'il me faudra maintenant appliquer cette intensité double de la réobase sur l'élément nerveux pour avoir une réponse, c'est ce temps-là, cette durée-là qu'on appelle cette fois-ci la chronaxie. Voilà donc deux éléments caractéristiques d'une condition d'excitabilité pour avoir une bonne réponse. Maintenant, il y a des conditions d'excitabilité. Cette fois-ci, ce n'est plus par rapport au stimulus, mais par rapport à l'élément nerveux lui-même. Et là, il faudra savoir que, à côté de l'intensité, à côté de la notion de durée d'application, il faut aussi que l'élément nerveux soit intègre. Donc, l'intégrité de l'élément nerveux doit être assurée. L'intégrité de l'élément nerveux doit être assurée. C'est la troisième et dernière condition pour que un élément nerveux soit excitable. Qu'est-ce que j'entends par l'intégrité? Il doit être intègre. Si vous écrasez un nerf ou une fibre nerveuse, la conductibilité, l'excitabilité disparaît, devient non excitable. Si vous la coupez, même chose. Si vous l'anesthésiez en mettant de l'éther par exemple, même chose. Donc, on doit assurer son intégrité et même le nerf doit être ou l'élément nerveux doit être conservé, par exemple dans un milieu oxygéné, pour assurer cette intégrité de son fonctionnement, pour que celui-ci soit excitable. Quand toutes ces conditions sont réunies maintenant, votre excitation sera efficace et va aboutir à l'excitation de l'élément nerveux. Et là, on dira que votre excitation a été aussi liminaire. Quelquefois dans la documentation, vous allez entendre parler de excitation liminaire. C'est ça un peu le synonyme qu'on lui donne très souvent aussi. Donc, pour qu'une excitation soit efficace, pour qu'une excitation soit liminaire, il faut respecter les conditions d'excitabilité relatives au stimulus utilisé. Il faut au minimum une réobase, une intensité réobasique pour avoir une réponse. Et cette intensité réobasique, il faut l'appliquer à l'élément nerveux pendant un temps utile. Et maintenant, l'élément nerveux lui-même doit être intègre. Il ne doit pas non plus
être lésé, il ne doit pas être coupé, il ne doit pas séjourner dans un milieu avec un pH non favorable, il ne doit pas non plus vivre dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène, etc. Donc, il doit être intègre pour avoir une réponse. Et en ce moment, on dira que votre excitation a été efficace. Maintenant, toute excitation qui ne respecterait pas ces conditions serait inefficace. Et là, on va dire qu'il est non liminaire. Voilà donc en gros ce que nous pouvons dire à propos de l'excitabilité d'un élément nerveux. Et au cours de notre prochaine vidéo, nous reviendrons sur la deuxième propriété du tissu nerveux, à savoir la propriété de la conductibilité. Et sur ce, nous vous remercions.